et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité sur un décor différent. Ce soir, nous avons choisi de faire un focus sur la promotion et la protection des personnes vivant avec handicap, avec évidemment ma collègue, la ministre et déléguée aux personnes vivant avec handicap, ministre et déléguée près les ministres des Affaires sociales chargés des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, parce que depuis plutôt sa nomination à la tête des ministères, plusieurs réformes ont été entreprises, des réformes qui sont personnellement suivies par le président de la République. Je me souviens d'ailleurs que le samedi dernier, nous avons tous été à l'hôtel Hilton. Le président de la République lui-même a lancé la campagne de vulgarisation de la loi organique portant protection des personnes vivant avec handicap. Beaucoup de progrès ont été accomplis. Vous faites partie du gouvernement, depuis d'ailleurs le premier gouvernement après évidemment l'investiture du président de la République. Vous avez été aux commandes de ces postes qui n'existaient pas avant. Et nous aurons l'occasion donc au cours de cet exercice de parler du chemin parcouru et de tout ce qui a été fait dans ces cadres. Bonsoir Maître Irène Essambo. Bonsoir Patrick. Mes grandes activistes, nous avions pendant des années d'ailleurs partagé des plaidoyers. Aujourd'hui, c'est un plaisir de vous avoir dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Mais bien avant d'ailleurs que nous puissions vous laisser la parole pour vos mots introductifs, nous voulons revenir sur l'événement de ce jour. Nous étions tout à l'heure au stade de Martyrs avec le président de la République où nous avons assisté au premier match des Léopards Foot dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se jouera à la fois aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Comme d'ailleurs, vous pouvez le voir sur vos écrans, le président de la République a eu l'occasion de communier avec l'équipe nationale immédiatement après le match que nous avons remporté sur le score de 2-0. Prémonitoire d'ailleurs, parce qu'au stade, on criait 2-0, deuxième mandat. Mais bon, c'est un aspect sur lequel nous pourrons... c'est un aspect sur lequel nous pourrons revenir la prochaine fois. Mais le président de la République a eu l'occasion de parler à chaque joueur. Et d'ailleurs, j'étais impressionné parce qu'il connaît chaque joueur, y compris leur club de provenance. Tout ceci pour vous dire que le sport est un élément essentiel dans l'action du gouvernement parce que c'est un véritable moyen pour nous d'encadrer des jeunes qui sont ici ou qui sont à l'extérieur. Je souhaiterais d'ailleurs qu'en accord avec la technique, nous puissions écouter le mot du président de la République qu'il a dit aux joueurs après les avoir évidemment félicités pour cette belle victoire parce qu'il est question pour nous, cette fois-ci, de décrocher la qualification pour la Coupe du Monde après plus de 52 ans parce que la Coupe du Monde se tiendra en 2026. En accord avec la technique, on peut écouter le président de la République. Merci à vous. Merci. Je suis très très fier de vous. Restons concentrés. Ce n'est que le début, un très bon début, mais la compétition est encore longue. La route est longue. Donc restons concentrés. Vous avez un match dimanche. Faites-nous honneur. C'est un terrain neutre. C'est Benghazi. Ce n'est pas à Khartoum. C'est ça la chance que nous avons. Donc restez concentrés. Et mettez-moi 1 ou 2 buts encore et je serai l'homme le plus heureux de la planète. Ça va les gars? Vous n'avez pas d'excuses parce que vous avez le meilleur coach du monde. Allez les gars, merci beaucoup, que Dieu vous garde. Merci. Et on vous suivra dimanche. Le président de la République a eu l'occasion de passer ces quelques mots d'encouragement à nos 11 nationales. L'actualité aujourd'hui, c'était aussi, hier vous avez suivi les discours du président de la République devant le Congrès, un exercice classique où il a eu l'occasion non pas seulement de parler des progrès que nous avons faits depuis qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo, mais il est aussi revenu sur la situation de Malemba Nkulu que nous suivons étroitement et toutes les dénonciations qui ont été faites à la suite de ces actes de violence. Avant de commencer justement ces briefings, j'ai eu l'occasion de discuter avec mon collègue de l'Intérieur pour savoir quel est l'état de la question en ce moment. La situation est plutôt calme, 2 enquêtes ont été diligentées et on espère très rapidement mettre la main sur les responsables de ces différents cas de violences qui semblent, d'après en tout cas les informations du ministre de l'Intérieur, avoir des tentacules
même à Kinshasa, nous aurons l'occasion de le démêler parce qu'il est hors des questions que les processus électoraux puissent être perturbés, que la sérénité qui sévit entre les populations congolaises puisse être perturbée aussi. En accord avec la technique, nous pouvons aussi écouter le président de la République à propos hier devant le Congrès. Comme la Chopo, il s'observe depuis 5 jours dans le Haut-Lomami, plus précisément dans le territoire de Malemba-Nkulu, une escalade de violence déplorable et très inquiétante, pouvant potentiellement déboucher sur l'éclosion d'un conflit du même type que celui que j'ai déjà précédemment cité. J'en appelle au pouvoir public de mettre tout en œuvre pour favoriser, avec l'urgence la plus absolue, un retour au calme. Cette instruction du président de la République a été donc bien compris par les ministres de l'Intérieur qui travaillent assidûment sur la question. Et d'ailleurs, dans le cadre de la conférence de gouverneurs, des échanges se sont poursuivis avec la gouverneure de la province du Haut-Lomami qui séjourne à Kinshasa. Madame la ministre déléguée, très heureux de vous retrouver dans le cadre justement de cet exercice de redevabilité où nous voulons faire le point du bilan de ce qui a été fait dans votre secteur. En liminaire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'au bout du compte, vous avez fait 4 ans à la tête de ces départements ministériels. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change dans la question des PVH en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, Patrick. Je suis heureuse de parler de cette question de la personne avec handicap et de faire pratiquement le bilan de ce que j'ai pu faire comme travail à la tête de ces secteurs qui, normalement, je peux le dire, c'est un secteur qui a pratiquement été oublié de la gouvernance du pays depuis que la République démocratique du Congo existe comme État. Je l'ai dit parce que si vous regardez, si vous lisez, je sais qu'ici nous sommes avec des intellectuels, vous avez l'habitude de lire l'histoire de notre pays, vous allez vous rendre compte que la question de personnes avec handicap a commencé à être prise en charge un peu au niveau de l'État avec la fée Maman Mobutu d'heureuse mémoire. C'est elle qui a commencé à travailler sur la question de personnes avec handicap, avec quelques appuis. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui sur Willery. Vous voyez, il y a INAV. Et ça, ce sont les œuvres de Maman Mobutu. Mais il faut dire qu'à l'époque, elle les faisait en tant que citoyenne de la République, mais ce n'était pas une question qui était à l'ordre du jour au niveau gouvernemental. Mais avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il est arrivé, il a voulu que cette question devienne une question de débat au niveau du gouvernement. Et pour bien faire les choses, il a commencé par créer un portefeuille ministériel au sein du gouvernement central. Et en même temps, vous savez, le président voudrait qu'il y ait la participation de tout le monde. C'est comme ça qu'il a nommé à la tête de ses portefeuilles une femme avec handicap que je suis. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Vous vous rendrez compte que si vous regardez dans vos archives, vous allez voir que le jour où nous avons fait la remise-reprise au niveau pour le premier gouvernement après les élections de 2018, voilà, vous allez voir que dans les archives, moi je ne faisais qu'assister les autres ministres qui faisaient la remise-reprise parce qu'il n'y avait rien à me donner. J'ai assisté le ministre des Affaires sociales sortant avec celle qui est entrée. Et moi, j'étais là, on n'avait rien à me donner. Sinon, on m'a amené seulement là où je devais avoir mon cabinet. On m'a donné juste la table et la chaise. C'est ce que j'ai hérité. Donc, pour vous dire que c'était un secteur où il n'y avait rien. J'ai commencé à zéro. Et pour ça, grâce à la vision du président de la République toujours, nous avons commencé par la loi organique. Parce que je me suis dit, il faut une orientation. Et l'orientation, c'était par la loi. Et j'ai dû travailler avec le Parlement. Le Parlement de l'époque de ces premiers gouvernements, après les élections, on a travaillé, on a eu la première mouture de cette loi. Et puis, on a continué lorsqu'on a eu le deuxième gouvernement, Sama Lukonde, je vais dire le premier, parce qu'il y a eu Sama 1 et Sama 2. Lorsqu'il est arrivé, il m'a encore autorisé d'aller travailler avec le parlementaire. Et aujourd'hui, vous allez voir que dans cette loi organique, il y a tout ce qui concerne
la bonne orientation de la prise en charge de la question du handicap par l'État. Vous allez voir, la loi a orienté sur la participation de personnes avec handicap comme citoyennes de ces pays. Vous allez voir que la loi aussi a donné des orientations sur ce qu'il faut faire pour la promotion de personnes avec handicap ainsi que pour leur protection. Bref, la loi est en train de nous amener vers une République démocratique du Congo inclusive. Alors, cette loi a aussi des mesures d'application. Et nous avons travaillé. Je me suis dit, vous voyez, si vous regardez, je peux dire que le travail a réellement commencé à partir de 2021. Parce que 2019, 2020, on avait encore des discussions avec le parlementaire pour donner un contenu à cette loi. Et en 2021, nous avons donné les contenus. En 2022, la loi a été votée et le président l'a promulguée. Et maintenant, nous sommes en train d'y travailler. Nous avons des mesures d'application. Il y en a plusieurs, mais pour le moment, nous avons voulu travailler sur les plus essentiels. Il y a 5 décrets qui sont prévus par la loi organique et nous les avons tous élaborés et même adoptés au Conseil des ministres. Nous avons un décret sur la question d'accessibilité. Vous-même, vous vous êtes rendu compte que lorsque j'ai monté là-bas, ce n'était pas facile. Donc, l'accessibilité n'est pas au rendez-vous en République démocratique du Congo. Et nous avons travaillé, nous avons fait de l'accessibilité une question obligatoire, que ce soit pour les constructions, que ce soit même pour la communication. Patrick, vous devez vous armer parce que bientôt je viendrai ici pour demander que l'accessibilité à la communication soit au rendez-vous au niveau des chaînes de télévision. Mais parce que vous parlez d'accessibilité, on peut faire une petite parenthèse. Je me souviens que nous avions accompagné le président de la République sur les différentes infrastructures qui ont été construites dans le cadre des Jeux de la francophonie. Il y avait cette obligation de garantir l'accessibilité. Et la même recommandation a été formulée à tous ceux qui construisent dans les cadres de 145 territoires. Peut-être qu'il faudra faire le tour pour vérifier, pour que cette accessibilité soit assurée. Considérez que votre remarque a été entendue, oui, et on va s'assurer évidemment pour que... Ce sont les effets de la loi organique, hein, comme je disais, donc, et ce sont les effets aussi de la vision du président de la République, parce que cette loi, c'est pratiquement le reflet de la vision du président de la République en matière de l'inclusion sociale des personnes avec handicap. Alors, il y a les décrets sur l'accessibilité qui devient une obligation, que ce soit en matière des infrastructures comme de la communication. Il y a les décrets aussi sur la représentation des personnes avec handicap. Vous savez, il y a un slogan qui dit « Ce que vous faites sans nous, vous les faites contre nous ». Alors ça, pour que nous puissions rencontrer la profondeur de ces slogans, il faut que la personne avec handicap soit représentée, qu'elle parle de ses problèmes, mais aussi qu'elle participe à la gestion de l'État, qu'elle donne aussi ses opinions. Et pour ça, la loi organique a voulu que la représentation des personnes avec handicap au sein des institutions soit aussi une obligation. Et on a prévu des mesures. Il y a des mesures de discrimination positive. Par exemple, lorsqu'on fait les recrutements au sein de la fonction publique, il faut prévoir que les personnes avec handicap soient représentées. Et pour ça, la mesure que nous avons prise en termes de décret a prévu qu'il y ait 5% chaque fois qu'il y a recrutement au sein des institutions de la République, notamment la fonction publique, et 3% chaque fois que le secteur privé est en train de recruter. Donc, les personnes avec handicap doivent être représentées. Et là aussi, je dois dire que lorsque nous parlons de personnes avec handicap en République démocratique du Congo, comprenez qu'il ne s'agit pas seulement des personnes avec handicap physique comme moi, mais c'est toutes les catégories, notamment les personnes atteintes d'albinisme aussi, parce que notre définition des personnes avec handicap a été élargie à d'autres catégories qui ont été aussi marginalisées dans ces pays. Donc, je disais, il y a les personnes atteintes d'albinisme, il y a les personnes atteintes d'énanisme, il y a les aveugles, il y a les sourds et il y a les personnes qui ont des problèmes mentaux. Toutes ces catégories constituent les personnes avec handicap pour la République démocratique. Mais d'ailleurs, on a vu des personnes atteintes de nanisme, je pense, participer aux derniers Jeux de la francophonie. Tout à fait. Ce sont des personnes
Ils s'organisent elles-mêmes. Au fait, elles s'organisent elles-mêmes parce qu'on n'a jamais mis l'accent sur leur inclusion sociale. C'est la première fois que la loi les concerne et met un accent particulier par rapport à leur participation. Et moi, je les félicite parce qu'ils sont parmi celles qui nous ont apporté des médailles. Donc, je félicite le président parce qu'ils ont été accueillis même à la Cité de l'Union africaine, remerciés par le président de la République. Tout ça, ça montre la volonté et l'engagement que nous avons avec ces nouveaux leaderships politiques nationaux qui voudraient que personne ne soit laissé de côté. Mais alors, vous aviez dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. Lorsque vous arrivez à la tête du ministère, vous ne trouvez qu'une chaise et une table. Mais aujourd'hui, vous aviez parlé tout à l'heure de recrutement, vous disposez, suivant mes informations, d'un secrétariat général. C'est-à-dire qu'il y a une administration qui va dorénavant suivre la mise en application de la loi organique. Oui, au fait, je parlais de mesures d'application. Il y a ces décrets, il y en a 5 au fait, et en dehors du décret, nous avons même une loi, la loi sur la vaillance pour la patrie. C'est une première aussi, parce que vous savez, avec la guerre que nous avons à l'est du pays, beaucoup de personnes sont devenues handicapées de guerre, particulièrement les militaires, les policiers et tous ceux-là qui vont pour défendre l'intégrité territoriale. Mais ce sont des personnes oubliées. Si vous allez sur le boulevard, c'est parmi les gens qui m'ont dit, parce qu'ils sont pratiquement devenus des laissés pour compte. Mais nous nous sommes dit, ce sont des gens qui se sont dévoués pour le pays et il faut que la nation puisse reconnaître ce dévouement et cet engagement et surtout qu'ils se sont vraiment des héros vivants parce qu'ils se sont battus, ils ont combattu pour le pays et c'est pour cela que cette loi de la vaillance pour la patrie permet à ce qu'il y ait cette reconnaissance à travers la médaille de vaillance. Et non seulement cette médaille, mais aussi il y aura tous les autres avantages qui accompagnent l'octroi de cette médaille. Et pour revenir à la question concernant l'administration, en dehors de tout ce qu'il y a comme mesures réglementaires, qui sont des mesures d'application de la loi organique, il y a l'administration à mettre en place. Parce que j'ai dit ici que la question des personnes avec handicap, c'est une question qui a été oubliée dans la gestion de l'État. Alors, il n'y a pas eu une administration appropriée pour prendre en compte l'inclusion sociale de ces personnes. Quand vous allez dans d'autres pays, vous allez trouver, il y a des centres, il y a des services, mais chez nous, il n'y en a pas. C'est comme ça que nous avons, avec cette loi, nous avons une norme qui oriente le comportement, mais il y a aussi, et avec ces mesures d'application, il a fallu aussi avoir toute une administration avec des services. Aujourd'hui, l'administration des personnes avec handicap permet maintenant d'orienter la transversalité de cette donne dans d'autres secteurs. Parce que quand on parle de la personne avec handicap, facilement on dit la ministre déléguée doit tout faire pour trouver des solutions aux questions des personnes avec handicap, ce qui n'est pas vrai. La donne handicap, c'est une donne transversale. Aujourd'hui, lorsque nous parlons, par exemple, de l'éducation, moi, je vais préparer tout ce qui a trait à permettre l'accessibilité des personnes avec handicap et il faut que le secteur de l'éducation soit ouvert pour accueillir tout ce que nous aurons préparé. Lorsque nous parlons de l'emploi, parce que vous voyez, souvent on me dit, mais toi tu es là, il y a beaucoup de personnes avec handicap sur la rue, qu'est-ce que tu fais? Là aussi, il y a un problème. Il faut qu'il y ait des services pour les aider. Parce que vous savez, beaucoup qui sont sur la rue, ce sont des personnes qui ont étudié. Mais après les études, le monde de l'emploi ne les accueille pas. Il n'y a pas de travail adapté à leurs conditions et c'est difficile pour eux. Et comme ils doivent vivre, ils vont sur la rue. Maintenant, avec notre administration, nous allons avoir des services qui vont collaborer avec le ministère du Travail et de l'Emploi pour organiser l'emploi, le monde du travail par rapport aux personnes avec handicap. Nous allons avoir des services qui vont s'occuper de toutes les questions des transports. Vous voyez, aujourd'hui, nous faisons des exploits, nous sommes en train d'amener des usines pour le montage des bus, etc. Mais il faudra que la donne handicap soit aussi au rendez-vous par rapport au transport. Donc, la donne devient pratiquement une question
transversale. Et pour qu'on puisse réussir cette transversalité, il faut une administration appropriée et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors peut-être un dernier point avant que nous puissions donner la parole aux journalistes. Nous avons vu le président de la République venir justement à la cérémonie de lancement de la campagne de vulgarisation de la loi organique et à l'occasion il a baptisé un dictionnaire, si j'ai bonne mémoire, de PVH. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'essence de cette cérémonie et pourquoi penser à un dictionnaire? Oui, la cérémonie concernait le lancement de la vulgarisation de la loi organique par le président de la République parce que vous savez, la force d'une loi, c'est son applicabilité. Si la loi existe et qu'elle n'est pas connue, elle n'est pas appliquée, ça ne sert à rien. Il faut donner à la loi la force pour être appliquée. Et pour moi, je me dis que maintenant que nous avons cette loi qui oriente les comportements par rapport à l'inclusion des personnes avec handicap, il faut que cette loi soit suffisamment connue. Et l'application de cette loi ne viendra pas de personnes avec handicap. Parce que souvent, les gens disent, vous avez une loi, maintenant vous êtes bien, la République a pensé à vous. Mais ceux qui sont appelés à appliquer cette loi, ce ne sont pas les personnes avec handicap, ce sont les services de l'État, c'est les secteurs privés, c'est tous ceux-là qui font quelque chose au niveau du pays, au niveau de la société, qui doivent se rappeler qu'il y a aussi les personnes avec handicap. Mais je ne veux pas dire non plus que les personnes avec handicap n'ont pas une responsabilité. Leur responsabilité, c'est d'abord aussi connaître, parce que la loi a deux parties. Il y a la partie qui donne ce qu'on doit comprendre par les droits des personnes avec handicap, mais aussi la partie qui concerne les devoirs des personnes avec handicap. Alors, sur la partie devoirs des personnes avec handicap, il faut qu'elles puissent intérioriser cette loi, qu'elles puissent comprendre comment ils doivent se comporter, et maintenant que l'ensemble de notre peuple, particulièrement les institutions et les secteurs privés, comprennent toutes les obligations que la loi apporte par rapport à l'inclusion de ces personnes. Parce qu'en fait, qu'est-ce que nous devons comprendre par le droit des personnes avec handicap? Parce que souvent, les gens se disent, les droits des personnes avec handicap, c'est peut-être un privilège quelconque que la loi apporte. Non. Mais il faut rappeler que nous tous, on n'est pas à l'abri d'un handicap parce qu'on peut connaître un accident à n'importe quel moment et en sortant du briefing, je ne le souhaite pas. Et donc, tout ce que vous faites, il est bon que tout le monde puisse le savoir parce que personne d'entre nous n'est à l'abri. Et chacun de nous, je crois que dans nos familles, nous avons toujours des personnes qui souffrent d'un handicap d'une manière ou d'une autre. Tout à fait, Patrick. C'est pour cela que je voudrais que ici, l'essentiel de cette cérémonie-là, c'était aussi de faire comprendre aux gens la notion du droit des personnes avec handicap. Donc, je disais que ce ne sont pas des privilèges, ce ne sont pas des avantages spéciaux qu'on veut accorder à certaines catégories, mais il s'agit ici des devoirs qui sont reconnus au pouvoir public pour aider les personnes avec handicap à pouvoir remplir leur rôle normatif dans la société. Donc, vous comprenez que les droits des personnes avec handicap amènent des devoirs au service de l'État, mais aussi au secteur privé. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié que le président de la République lui-même ait porté cette vulgarisation pour demander à tous ces services, que ce soit les privés, que ce soit le public, de pouvoir mettre en application la loi organique. Et vous m'avez posé la question sur les dictionnaires. Les dictionnaires, c'est aussi un support qui va aussi accompagner l'inclusion des personnes avec handicap. Et cette fois-là, ça sera pour une catégorie bien déterminée, qui est la catégorie des personnes sourdes. Vous savez, dans notre pays, nous sommes un grand pays avec des réalités qui diversent. Alors, pour les personnes avec handicap, notamment les personnes sourdes, et ils parlent par la langue en communiquant par des gestes, etc. Maintenant, pour ces personnes-là, en République démocratique du Congo, le défi, c'est que leur langue n'est pas... les gestes ou la manière de communiquer n'est pas la même partout dans notre pays. Il y a des symboles qu'on utilise ici à Kinshasa, par exemple, qui ne sont pas compris lorsque vous allez à l'est du pays ou lorsque vous allez au centre du pays ou à l'ouest. Et pour ça, il fallait aider parce que c'est une langue. Il faut que lorsqu'on communique, que les gens soient capables de bien comprendre le message. Alors moi, j'ai travaillé pendant plus de 2 ans avec les experts,
les personnes sourdes et leurs interprètes pour les aider à harmoniser d'abord les signes qu'ils utilisent, qu'ils harmonisent ces symboles-là et puis qu'ils créent aussi, parce que c'est une langue, il y a des symboles qu'eux-mêmes peuvent créer et qu'ils créent, mais aussi qu'ils fassent des recherches parce que notre langue des signes ne doit pas être une langue qui reste seulement pour la République démocratique du Congo, mais ça doit être une langue qui leur facilite, lorsqu'ils sortent du pays, qu'ils communiquent aussi avec les autres nations. Alors, nous avons travaillé pendant une année, on a essayé d'harmoniser nos signes, on a essayé de créer d'autres signes, de mener des recherches sur les signes qui sont universellement utilisés dans d'autres pays et les formaliser. Parce qu'aussi, une innovation dans cette loi, c'est que la loi nous recommande à ce que la langue des signes devienne une cinquième langue nationale de notre pays. Et pour y aller, il y a tout un processus à suivre. Alors pour moi, je me dis, il faut que nous puissions donner à cette loi des supports. Parce que devenir une cinquième langue nationale, ça demande vraiment qu'on puisse justifier pourquoi cette langue-là, pourquoi et aussi avoir des supports qui peuvent être utilisés au niveau de l'éducation, par exemple, parce que ça sera une langue qu'on devra étudier et c'est là pour faciliter la communication. Alors, nous avons élaboré ces dictionnaires et comme tout ça, ça découle de la vision du président de la République, je me suis dit, c'est bien que lui-même puisse vernir le premier dictionnaire, parce que c'est le premier dictionnaire officiellement reconnu par le gouvernement et qui va maintenant être utilisé au niveau de l'éducation et même au niveau de la santé et de la justice. Parce que vous savez, pour le malade, personne sourde, Dieu seul sait combien n'ont pas eu de problèmes parce que la communication n'était pas bonne avec le corps soignant. Et au niveau de la justice, moi-même, je suis avocate, je sais comment, quand vous ne communiquez pas bien avec le magistrat, avec l'avocat, comment vous pouvez perdre le procès même si vous avez toutes les preuves possibles. Alors, nous voulons que, on va commencer par ces trois secteurs. Donc, je parlais de l'éducation, de la santé et de la justice, où nous allons former des experts pour que ces experts-là soient des canaux de communication entre ces personnes et les gens qui travaillent dans ces secteurs-là. Voilà, Madame la ministre déléguée, merci beaucoup pour vos mots introductifs qui nous plantent dans les décors justement de cet exercice. Et merci ce soir parce que ces briefings, comme vous pouvez le voir, est aussi traduit en langage de signes. D'ailleurs, avec la télévision nationale, vous parliez de l'inclusion dans la communication. Il y a cet effort qui est fait pour les journaux télévisés. Nous espérons qu'avec vous, parce que nous avons fait les choix justement de vous accompagner, voire pourquoi pas pour les principales émissions. En tout cas, on va trouver des modules qui permettront aux Congolais qui peuvent comprendre le langage de signes de le comprendre pour tout ce que nous faisons. Alors, on va commencer cet exercice avec M. Félix Matuidi. Merci beaucoup pour la parole. Je commence avec la ministre de PVH. Madame, vous avez parlé de l'accessibilité des PVH. Et je prends l'exemple du contexte électoral. Est-ce que vous vous êtes rassuré avec la CENI sur l'accès facile des électeurs PVH aux différents centres et bureaux des votes? Première question. Deuxième, y a-t-il des candidats PVH identifiés déjà par votre ministère? Si oui, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour les accompagner durant la campagne électorale et durant les votes? Au ministre de la Communication et Médias, hier, dans le discours du chef de l'État, vous étiez à l'honneur. Le chef vous a fait des éloges par rapport aux innovations que vous avez apportées dans le secteur médiatique. Je voudrais avoir votre réaction, monsieur le ministre. Écoutez, il n'y a pas d'éloge particulier que le chef de l'État a fait, si ce n'est de reconnaître le travail qui a été fait sous sa supervision. Parce qu'il faut dire que jamais dans l'histoire de la République démocratique du Congo, nous avons eu un président de la République qui a été autant proche des médias. Et d'ailleurs, tout à l'heure, lorsque nous étions au stade, il a remarqué que la télévision nationale est passée en haute définition. Comme vous pouvez le voir, c'est dire que le pari que nous avons pris de moderniser les médias publics est un pari que nous réussissons. Mais tout ceci ne pourrait pas connaître des effets ou être concrétisé si ce n'est son engagement particulier à nous suivre. Et nous considérons
que pour les temps que nous sommes là, les mots que le président de la République a relevés hier, c'est plutôt des mots d'encouragement, parce qu'il y a encore beaucoup à faire, tant au niveau de la télévision nationale que dans les secteurs de médias, parce qu'il y a par exemple la question du congrès de l'UNPC. Nous aurions voulu que ces congrès se tiennent avant les débuts de la campagne électorale. On espère que cela aura lieu même pendant la campagne, tout au moins d'ici la fin de l'année. On aurait voulu alors continuer le travail de l'assainissement du secteur de médias, non plus seulement à Kinshasa, mais aller dans les différentes provinces. Mais nous sommes donc heureux de voir qu'au-delà de tout ce qui a été dit sur d'autres secteurs, que le président de la République ait réservé ces lignes aux professionnels des médias. C'est illustratif d'ailleurs de l'importance des journalistes dans ces contextes particuliers de début de campagne électorale. Nous espérons que vous ne poserez pas des questions qui seront dans la périphérie, mais que vous poserez des vraies questions pour comprendre, par exemple, quelle est la stratégie des autres pour ce qui concerne l'inclusion de personnes de PVH. Nous parlons de fondation. Et lorsque nous parlons de fondation, ça veut dire que c'est le point à partir duquel le travail de la reconstruction commence. Et tout ce que ma collègue a dit tout à l'heure, c'est vous faire la démonstration de la fondation qui a été mise dans son secteur autant que cela a été remise dans les secteurs de médias. Et donc, considérez que c'était un encouragement à la fois pour vous et nous, parce que c'est un travail que nous devons relever ensemble. Madame la ministre, c'était une parenthèse. Est-ce que vous pouvez répondre aux questions de M. Félix Matuidi? Oui, merci M. Félix. Au fait, ici, vous avez posé la question par rapport à l'accessibilité des personnes avec handicap aux élections. Tout à fait, j'en ai fait mon cheval de bataille par rapport à la CENI parce que je considérais depuis 2006 que la question de l'accessibilité électorale des personnes avec handicap n'est pas toujours au rendez-vous. Alors pour cette fois-ci, surtout que nous avons un président de la République qui est vraiment au centre de la question de l'inclusion des personnes avec handicap dans la société, que nous ne puissions pas rater cette opportunité de voir que le processus soit ouvert aussi aux personnes avec handicap. Alors, au niveau de la CENI, j'ai travaillé, j'ai fait le plaidoyer, j'ai rencontré le président de la CENI ainsi que ses équipes. Aujourd'hui, pour la toute première fois, la CENI a produit les glossaires de la langue des signes. Au même moment que nous, on était en train de travailler sur les dictionnaires de la langue des signes, la CENI était en train de travailler sur ces glossaires-là qui permettent d'identifier tous les concepts en termes par rapport aux élections et comment les expliquer aux personnes qui ne communiquent pas de la même manière que nous. Et la CENI travaille également avec les personnes aveugles par rapport à la loi électorale pour traduire la loi électorale en écriture braille. Tout ça, c'est pour rendre accessible toutes les informations liées au processus électoral à ces catégories qui ont des problèmes spécifiques de communication. Et pour ce qui est des personnes handicapées physiques, la CENI est en train de prendre des dispositions. Je ne dis pas que tout est déjà OK, mais nous sommes en train de travailler parce que je fais les plaidoyers. Et j'ai vu même aujourd'hui, quand vous allez au bureau de la CENI, vous allez voir qu'au début, devant, vers le boulevard, ils ont même fait la rampe. C'est la toute première fois. Il y a eu des centrales électorales dans ces pays, mais grâce à cette vision novatrice du président de la République, la CENI a commencé à mettre l'accessibilité en son sein. Aujourd'hui, une personne avec handicap qui a des revendications peut facilement aller à la CENI avec sa chaise roulante. Il va monter, il va arriver, il va rencontrer les personnels. Mais là, c'est encore au niveau de l'organisation des élections. Je suis en train de me battre avec eux pour que même lorsqu'on va voir les centres, les bureaux, qu'il y ait l'accessibilité aussi au rendez-vous. Et là, je suis en train de leur proposer, par exemple, que chaque centre puisse avoir un bureau spécifique avec toute l'accessibilité qu'il faut en termes d'interprète de la langue des signes, en termes d'accessibilité physique et autres, pour faciliter aux personnes avec handicap de se prononcer vraiment sans beaucoup de difficultés par rapport aux choix qu'ils doivent faire. Et votre question, c'était aussi de savoir s'il y a des candidates personnes avec handicap et quels sont les moyens que l'État, à travers mon ministère, est en train de mettre en place pour les accompagner. Concernant les candidats, il y en a.
il y en a d'abord... Vous-même, vous êtes candidate. Moi-même, je suis candidate, je suis... On peut faire une petite campagne pour vous, à quelques 3 jours du démarrage de la campagne. Ouais. Non, pas aujourd'hui. Je vais rester légaliste au fait. Hein. En fait, je suis candidate, mais aussi il y a d'autres. Dans le 26 provinces, il y a les personnes avec handicap qui sont des candidates au niveau national, provincial et surtout local. Parce que vous savez, les personnes avec handicap, leur problème de survie, c'est d'abord au niveau de la base que cela doit trouver des solutions. Il faut que les bourgmestres, que les assemblées, les conseils communaux puissent vraiment travailler pour résoudre. Il y a des problèmes qui ne demandent pas qu'on puisse aller jusqu'au niveau du gouvernement central. Si on s'y prend bien, déjà au niveau de communes, on peut résoudre. Et beaucoup de personnes avec handicap aujourd'hui se sont portées candidates au niveau des conseils communaux et au niveau des provinces, mais aussi au niveau national. Il y a des candidates pour l'Assemblée nationale et je pense qu'il y en aura aussi pour le Sénat. Donc de ce côté-là, je crois qu'on est rassuré et il y a des candidates personnes avec handicap. Et même avant de venir aujourd'hui ici, j'étais en réunion avec les candidates personnes avec handicap de Lukunga et vendredi, je vais avoir une réunion avec toutes les candidates personnes avec handicap de la ville de Kinshasa parce que vous savez, au-delà d'être dispersés dans des partis politiques, regroupements ou être candidat indépendant, on a notre famille qui est famille personnes avec handicap. Et nous devons peaufiner des stratégies pour que nous soyons vraiment représentés. Parce qu'aujourd'hui, nous, c'est vraiment une lutte pour la survie de cette catégorie qui n'a jamais été dans les institutions. Vous savez, depuis 2006, que la Constitution, à travers l'article 49, demande à ce que les personnes avec handicap soient représentées dans les institutions, commençant par les assemblées délibérantes, mais il n'y en a jamais presque eu. Il y a eu en 2006 une seule personne avec handicap qui avait été élue à l'Assemblée nationale. En 2011, la seule personne a été reconduite. Et en 2018, elle n'était plus là et personne d'autre n'a été élu. Et nous avons eu une seule personne avec handicap élue à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Alors que la Constitution demande une représentation de ces catégories. Donc nous pensons que cette fois-ci, comme la CENI est en train d'y travailler, nous pensons qu'on va avoir des personnes avec handicap qui vont porter la voix des autres catégories au niveau de l'hémicycle. Quels sont les moyens que nous avons mis à leur disposition pour les accompagner? Nous sommes gouvernement, nous on ne peut pas financer les candidats. Mais ce que je fais en tant que ministre en charge des personnes avec handicap, c'est faire le plaidoyer en commençant par la centrale électorale pour qu'elle mette à disposition, elle prenne en compte la donne handicap dans tout ce qu'elle est en train de faire. Et des deux, je travaille avec le parti politique pour leur demander, parce que vous voyez, il faut que ces personnes se retrouvent sur les listes des partis politiques et regroupements. Et je travaille pour leur demander d'accepter les personnes avec handicap, mais pas les accepter pour faire la figuration. Il faut que les partis politiques, il faut que les regroupements politiques les accompagnent au même titre qu'ils le font pour les autres catégories. Et en même temps aussi, je sensibilise les personnes avec handicap parce que tant que vous n'avez pas manifesté les ambitions, on ne viendra pas tirer les personnes avec handicap de leur maison pour aller les mettre au Parlement. Il faut qu'elles manifestent leurs ambitions et aussi qu'elles puissent se prononcer, qu'elles puissent vraiment avoir le courage. Parce que dans tout ça, il faut que tout commence par vous-même. Ouais, voilà, merci beaucoup madame. C'est très intéressant ce que vous dites parce que justement, il faut assurer une représentation. Mais ici, on a choisi la voie électorale, donc c'est l'occasion de vous souhaiter bonne chance. Je souhaite que vous puissiez être élu et je souhaite aux d'autres personnes PVH de l'être aussi. Merci. On va prendre la question de M. Martin Moudimbi. Merci, Excellence, pour la parole. 2 questions à Madame la ministre. Madame, vous venez de passer 4 ans à la tête de ces ministères. Quand vous circulez à travers la ville, vous voyez les personnes vivant avec handicap se livrer à la mendicité. Quelle est votre réaction? Visiblement, rien n'a été fait pour arrêter l'hémorragie.
Et puis une question en rapport avec l'administration de votre ministère qui se met en place. Les centres d'hébergement des personnes vivant avec handicap étaient sous tutelle du ministère des Affaires sociales. Avec l'avènement de votre ministère, est-ce qu'il y a eu une mutation des attributions? Ok, merci beaucoup. Je m'attendais à cette question de mendicité parce qu'au fait, c'est un fléau. Et lorsque nous parlons de cette question au niveau du gouvernement, nous disons que c'est une honte. Pour notre pays, nous ne méritons pas cela. Et vous avez raison de dire qu'il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce que nous avons fait? Je vous ai dit ici que, d'abord, cette question de mendicité, c'est une question très profonde parce que ce n'est pas seulement ce que vous voyez sur la rue, mais moi, j'ai mené d'abord une étude pour comprendre comment ils sont arrivés à la rue et qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils doivent rester dans la rue. Alors, l'étude que j'ai menée m'a donné vraiment toute la clarté sur la question et ça m'a poussé aussi à comprendre que s'il faut chercher des solutions, il faut aller en profondeur. Vous savez qu'il y en a qui sont sur la rue plus de 25 ans, 35 ans, voire même 50 ans. Ils sont nés sur la rue et dans la rue et puis ils ont vécu, ils continuent à vivre dans la rue. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, l'étude m'a montré que ces personnes, la rue, c'est devenu pratiquement comme un emploi. Parce qu'ils ont mis en place tout un système où ils savent quand est-ce qu'ils viennent, quand est-ce qu'ils doivent rentrer, etc. Mais maintenant, les solutions, ce n'est pas d'aller leur dire quitter la rue, mais il faut leur trouver des alternatives. Alors, par rapport aux alternatives, d'abord, il fallait des services qui doivent le prendre en charge. Et je vous ai dit ici que dans notre administration, ces services-là n'ont jamais existé. C'est comme ça que j'ai commencé pour donner réponse à cette question de la mendicité des personnes avec handicap sur la rue. J'ai commencé par mettre en place cette administration. Aujourd'hui, nous sommes en train de recruter les cadres et agents pour cette administration. Des deux, nous avons pensé, parce que même si cette administration existait, ça va prendre en charge effectivement, et nous avons aussi la représentation avec les recrutements, mais on ne va pas terminer toute la question avec seulement l'administration et les recrutements pour les emplois. Il faut aussi les aider à être entrepreneurs, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat comme on le fait avec les jeunes, avec les femmes, les aider à ce qu'elles puissent avoir, à se créer des revenus. Parce que ce n'est que de cette manière-là que nous allons pouvoir les aider vraiment à s'autonomiser et à quitter la rue. Alors pour ça, nous avons mis en place, et parmi les dernières mesures que nous venons de voter au niveau du Conseil des ministres, nous avons mis en place un établissement public qui est le Fonds national d'appui à l'accessibilité et à l'autonomisation des personnes avec handicap. C'est comme une petite banque qui va maintenant subventionner les projets des personnes avec handicap. Parce que moi, j'ai réfléchi. Vous voyez, aujourd'hui, s'il faut leur donner de l'argent, l'État ne saura pas vraiment résoudre ces problèmes, même le partenaire. Il faut que nous puissions trouver un mécanisme qui va accompagner leurs projets. Et ceux qui sont sur la rue, ils ont la créativité, ils ont des projets, sauf que personne ne s'occupe d'eux pour les accompagner en termes de financement ou même sur le plan technique par rapport à la mise en œuvre de leurs projets. Maintenant, avec ces fonds que nous venons de créer, parce que ça a été adopté, maintenant, on est en train de finaliser les formalités des signatures avec le Premier ministre afin qu'on puisse commencer. Parce que si vous avez suivi le président de la République, il a dit que toutes les mesures d'application concernant la loi organique par rapport aux personnes avec handicap, on doit tout faire pour que d'ici le mois de mars 2024, que toutes ces mesures soient déjà, puissent avoir un début de commencement de leur mise en œuvre. Donc, j'y travaille et ce n'est que de cette manière-là, avec d'un côté les institutions qui pourront recruter ceux-là qui peuvent être dans les conditions d'être recrutés, et puis il y a la représentation devenue obligatoire pour leur employabilité, mais aussi les fonds, c'est aussi une manière d'accompagner toute leur créativité. Croyez-moi, les personnes avec handicap ont beaucoup d'intelligence et
peuvent faire des projets qui peuvent aussi aider la République. Voilà, merci beaucoup pour vos réponses. On va prendre les questions de M. Pichou Moulumba. Merci pour la parole, Monsieur le ministre. Madame le ministre délégué, d'un portefeuille ministériel vide, vous avez donné la vie, la forme, je dirais les contenus. Aujourd'hui, avec des avancées enregistrées notamment sur l'inclusion sociale en général des personnes avec handicap, qu'est-ce qui est fait par votre ministère en réponse aux facteurs qui freinent l'inclusion scolaire des enfants vivant avec handicap? Monsieur le ministre, actualité oblige, permettez-moi de sortir de la thématique du jour. La Cour suprême britannique vient de juger illégale l'expulsion des demandeurs d'asile au Rwanda. Comme porte-parole du gouvernement de la RDC, quel commentaire avez-vous à ce sujet que d'aucuns qualifient de camouflet? C'est un véritable camouflet, ce n'est que justice. Comment pensez-vous qu'un pays qui bat tous les records en termes de violation de droits de l'homme puisse être un pays qui accueille des réfugiés? Il y a en République démocratique du Congo des Rwandais qu'on dit volontairement ou de manière exprès souvent FDLR parce qu'on ne veut pas récupérer au Rwanda certains Rwandais. Et donc, c'est le prétexte permanent pour faire la... Comment voulez-vous alors commencer la charité par ceux qui doivent prendre des avions, traverser l'Atlantique et arriver chez vous, alors qu'à quelques kilomètres, vous avez vos propres compatriotes que vous ne voulez pas récupérer chez vous et que vous taxez un peu à l'aveugle de forces génocidaires 29 ans après les génocides. Et je pense que là, ce n'est que justice. Et je pense aussi que tous les rapports des Human Rights Watch ou du groupe d'experts des Nations Unies sur l'Est de la République démocratique du Congo ne pouvaient pas être ignorés. Parce qu'on sait tous bien qu'au-delà de la façade que montre le Rwanda à travers son président, mais nous savons tous que les records en droits humains étaient un record catastrophique. Vous avez suivi récemment la mesure prise par le gouvernement américain parce qu'ils enrôlent des enfants au sein du mouvement terroriste du M23 et tous ces travers ne pouvaient pas justifier d'aucune manière, en tout cas les personnes de bon sens ont été choquées de voir que le Rwanda devait accueillir des réfugiés. Et donc c'est un camouflet qui doit les interpeller pour faire un effort, peut-être en nous imitant d'ailleurs, en consacrant plus de liberté d'expression, en consacrant un processus électoral plus ouvert. Mais toutes ces choses, je pense que ça peut servir des leçons au peuple rwandais qui a besoin de s'émanciper, d'avoir une parole libérée. Madame la ministre, c'était une parenthèse parce que c'était un sujet d'actualité. Et donc, peut-être que vous pouvez répondre à cette question cruciale de l'inclusion scolaire des enfants vivant avec handicap.